Le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, est dans une situation de transition politique. Et dans cette phase-là, le dialogue politique est une donnée importante. Or, excusez-moi de la répétition, au Sénégal, le dialogue politique, depuis le référendum du 20 mars, est marqué par de profonds désaccords sur le processus électoral, notamment sur les principes et les procédures de mise en œuvre du processus électoral. Et à l'analyse, cette situation a pour origine 4 facteurs. Il y a premièrement la déréglementation du système partisan. Il y a deuxièmement les rapports asymétriques entre le pouvoir et l'opposition. Il y a troisièmement les modifications unilatérales des règles du jeu. Et il y a quatrièmement, enfin, la suspicion et le manque de confiance mutuelle entre les acteurs qui a fini de miner les relations entre le pouvoir et l'opposition. Évidemment, une telle situation a été aggravée par d'autres désaccords liés à la loi sur le parrainage, liés également à la problématique de l'accès aux fichiers, liés également à la problématique des cartes d'électeurs et même de la carte électorale. Alors, nous pensons donc que le Sénégal est dans une situation particulièrement critique. Parce que lorsque nous faisons le diagnostic de la situation préélectorale, nous nous rendons compte que par rapport aux risques, aux menaces et risques électoraux, le Sénégal est en passe de franchir la cote critique d'alerte. C'est-à-dire que le Sénégal, on est parti des désaccords, ensuite à la rupture du dialogue et enfin à la rupture de la confiance. Donc, le Sénégal est entré dans une phase, dans la zone de conflit actuellement. Par conséquent, il y a lieu de prendre des initiatives, de mener des actions en vue de prévenir les conséquences néfastes qui pourraient découler d'un conflit ou d'un contentieux pré- ou post-électoral. Le Sénégal peine à franchir, à sortir de la transition politique qu'elle est en train de traverser entre, n'est-ce pas, l'étape de la démocratie politique et institutionnelle et, n'est-ce pas, une démocratie citoyenne pleine et entière. Généralement, dans cette période-là, les États, les sociétés qui traversent une telle période, comme c'est le cas au Sénégal, sont confrontés à la crise de la démocratie représentative. Et les citoyens et les acteurs aspirent à plus de démocratie. Par conséquent, il faudrait mener les réformes, n'est-ce pas, qu'exige une telle situation pour aller vers un état de droit, pour aller vers une démocratie pleinement citoyenne, n'est-ce pas? Le Sénégal, on le constate, a des difficultés à aller vers cet état de droit plein et entier, à aller vers cette démocratie citoyenne. Elle est confrontée pleinement à la crise de la démocratie représentative avec ses différents avatars. C'est l'explosion du nombre de partis, on est à 300 partis aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la transhumance, c'est entre autres également les coalitions électoralistes et sans base programmatique. Alors, je pense que les conditions devraient être, tous les acteurs devraient travailler à réunir les conditions qui devraient permettre au Sénégal de franchir cette étape-là, de sortir définitivement de cette transition politique
pour devenir une démocratie majeure. Effectivement, c'est une question très importante, très pertinente. Cela est un des facteurs qui ne nous permet pas de sortir rapidement de cette étape de transition politique. Parce que ce facteur-là, c'est justement la crise des partis traditionnels, avec toutes leurs insuffisances. Effectivement, il y a une certaine patrimonialisation de ces partis-là. Ça appartient à telle ou telle personne qui s'identifie à ces partis. Il y a un déficit démocratique, d'expression démocratique à l'intérieur de ces partis. Il n'y a pas de formation politique, etc. etc. Donc, cela contribue plutôt à un affaiblissement de la démocratie et non pas à un renforcement de la démocratie. Alors, là aussi, il y a à faire. Je pense que la loi sur les partis politiques au Sénégal devrait être justement revue dans le sens de rationaliser le système partisan, n'est-ce pas, de façon à ce qu'on ait de véritables partis politiques, n'est-ce pas, qui traduisent, qui prennent en charge les aspirations profondes des populations, les aspirations profondes de notre société. Alors ça aussi, malheureusement, c'est lié à cette situation de transition politique et de crise de la démocratie représentative. Parce que d'abord, le code électoral définit celui qui est électeur et qui peut par conséquent être, disons, défini également, la Constitution définit également celui qui peut être candidat. Puisque vous parlez de candidat. Pour être électeur, il faut avoir 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et il faut n'être pas sous le coup d'aucune incapacité, n'est-ce pas, au sens juridique du terme. Pour être également candidat, il faut, à l'élection présidentielle, il faut avoir un minimum de 35 ans, avoir une nationalité exclusivement sénégalaise et, n'est-ce pas, jouir de ses droits civils et politiques. Alors, si ces candidats-là, n'importe lequel des candidats remplit, n'est-ce pas, ces critères-là, il devrait pouvoir se présenter. Évidemment, avec la loi sur le parrainage, il s'y est ajouté un autre critère, c'est-à-dire qu'il faut réunir entre 0,8% et 1%, n'est-ce pas, du nombre d'électeurs, c'est-à-dire entre 53 000 et 67 000 électeurs. Je pense que lorsque un Sénégalais, quel qu'il soit, remplit ces différents critères, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait de se présenter, n'est-ce pas, comme candidat pour briguer le suffrage des Sénégalais. En ce qui concerne précisément Karim Wade et Khalifa Sall, à mon sens, pour le premier, il a été condamné par la CREI, mais il n'a pas perdu ses droits civils et politiques. Je pense qu'il a 18 ans, il a plus de 18 ans, et il jouit de ses droits civils et politiques. Il a plus de 18 ans, et je ne sache pas qu'il soit sous le coup de certaines incapacités. Par conséquent, pour les critères concernant le statut d'électeur, il les remplit entièrement. Pour le critère d'être candidat, là, je sais que également, il a plus de 35 ans. Il jouit de ses droits civils et politiques. Et pour la nationalité, bon, il dit qu'il a une nationalité exclusivement sénégalaise. Par conséquent, si tout cela est établi, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait d'être candidat. En ce qui concerne Khalifa Sall également, je pense que jusqu'à présent, son jugement est pendant au niveau des tribunaux, mais jusqu'à présent, il remplit ces différents facteurs, c'est-à-dire
il a été condamné, mais à mon sens, il n'a pas encore perdu ses droits civils et politiques. En fait, le dossier n'est pas entièrement vidé. Hein? Il y a, je pense, demain, la Cour suprême qui doit statuer de façon définitive là-dessus. Et à l'issue de cela, on verra quelle sera sa situation. Est-ce qu'il gardera ses droits civils et politiques ou est-ce qu'il les perdra? Alors, je voudrais revenir sur le cas de Karim Wade, parce que souvent, c'est l'article 31 et 32 du Code électoral qui sont évoqués. Mais ça, je voudrais signaler à ce propos que l'audit du processus électoral qui a été effectué en 2010 et l'audit qui a été effectué en 2018 ont montré que ces articles-là du Code électoral étaient devenus obsolètes, qu'il fallait les réécrire pour les conformer au droit. Cela n'a pas encore été fait, n'est-ce pas? Mais je pense que, en fait, il faudrait tenir compte nécessairement de ce que les auditeurs ont dit. Et si on en tient compte, cela va en faveur de Karim Wade et en faveur de Khalifa Sall.